Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 12e édition de la plateforme du Pôle Santé. 12e plateforme, mais première de l'année 2022. Tout d'abord, permettez-moi, au nom du Pôle Santé de Aïssa ONG International, de vous souhaiter une très bonne année 2022. Espérons que cette nouvelle année apporte à l'humanité joie, santé et paix. Espérons également que 2022 trouve le chemin pour aller vers la voie de la guérison. 2022, une année pleine de promesses. Comme vous le savez, la plateforme du Pôle Santé a pour objectif de construire un espace d'échange, de partage d'expériences permettant de créer des liens et s'entraider. Elle a pour vocation de progresser ensemble vers un peu plus de compréhension du vivant. Nous sommes particulièrement heureux ce soir d'accueillir un des membres fondateurs du Pôle Santé de Aïssa ONG, le docteur Philippe Barthelet, médecin homéopathe. Le docteur Barthelet va nous parler de la relation entre l'homme et l'animal. Son intervention a pour titre « Des animaux et des hommes, le mammifère en moi ». Le docteur Barthelet tâchera de répondre à la problématique suivante. Quelle est donc cette énergie vitale animale, ce souffle qui nous habite? Quel est donc cet inconscient que nous ne voyons plus? Comment le reconnaître? La présentation durera 45 minutes environ. Vous pourrez poser vos questions en utilisant l'onglet Q&R de Zoom ou en levant la main. Un temps d'échange est prévu. Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de bien vous identifier avec vos noms et vos prénoms lorsque vous accédez à la plateforme Zoom. Philippe, à toi la parole. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir sur cette plateforme. J'espère que nous allons passer ensemble un bon moment. Donc, l'idée que je voulais vous présenter vient d'être dite. Ah, je peux pas. Voilà. Donc, l'idée qui a été développée, c'était de parler du mammifère en moi. Je crois que on pourrait se poser la question, puisque c'est une telle évidence que tout le monde le sait. Aujourd'hui, les neurosciences, l'intelligence artificielle, donc nous expliquent tout, mais peut-être pas tout. Pas tout. Elle laisse une place à la psychologie, à l'éducation, à la pédagogie, et peut-être même à la poésie. Et là, on peut s'interroger, c'est qu'est-ce qui perçoit en moi? Ce qui perçoit, est-ce que c'est uniquement notre cerveau? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Alors, en tant que médecin homéopathe, lorsque je suis en face d'une personne, j'essaye déjà de regarder et de ressentir cette personne et de ressentir ce qu'elle évoque en moi, à savoir, est-ce qu'elle est plutôt dans une dynamique minérale? Est-ce qu'elle est plutôt dans une dynamique végétale? Est-ce qu'elle est plutôt dans une dynamique animale? Alors, pour illustrer cela, je vais vous passer quelques images et vous allez essayer de ressentir en vous, en regardant ces images, qu'est-ce que cela évoque? Le monde minéral, le monde végétal, la beauté de la rose, et nous arrivons au monde animal. Nous avons franchi 3 étapes. Restons un peu plus longtemps sur celle-ci puisque c'est le sujet. N'est-ce pas chaleureux, agréable, doux, plein d'amour? Ces animaux sont extraordinaires.
Mais le monde animal n'est pas que fait de tendresse et de câlins. J'ai choisi d'illustrer cela avec le loup, avec ce regard perçant qui presque nous fait peur. Alors, lorsque quelqu'un, pour bien illustrer notre propos, arrive dans une dynamique minérale, comment on le reconnaît? On le reconnaît par la structure. C'est quelqu'un qui a une vie très structurée, très organisée, qui arrive presque avec un tableau Excel de ses symptômes et de ses plaintes. Toute sa vie est droite, uniforme, il n'y a pas de vagues. Et c'est aussi la compétition. Dans le monde végétal, vous verrez, nous sommes plus beaucoup dans la sensation, dans la sensibilité, dans les émotions. Ce sont des personnes qui parfois réagissent à tout. Mais le monde animal, c'est encore différent. C'est le monde des passions. Alors la question qui se pose, en tout cas pour moi, est-ce que l'animalité est un voile? On sait que dans la nature, les mammifères, comme tous les autres animaux, sont à leur juste place. Mais dans l'homme, c'est la question de l'ego qui se lève. On sait que l'homme est soit pire que l'animal, un prédateur pour la nature, les autres et lui-même. Et l'actualité est là pour nous le rappeler tous les jours. Et s'il a reconnu et accepté son animalité, il le pourra, s'il le désire bien sûr, découvrir d'autres dimensions de la réalité. Et là, puisqu'on parle d'ego, j'ai voulu m'attarder un petit peu sur cette notion, notamment dans la tradition islamique, puisque c'est celle qui nous concerne aujourd'hui. Et dans cette tradition, on parle de nefs pour exprimer l'ego. Mais en même temps, il y a eu un problème de traduction ou de compréhension, puisque l'ego, d'une part, renvoie le nefs, ce nefs, traduit par ego la plupart du temps, renvoie à notre animalité, donc soit en excès, être le meilleur, le plus fort, soit en insuffisance, je suis faible et sans valeur. Mais il y a aussi le sens de souffle. Chaque créature est animée par un souffle de vie. Et aujourd'hui, on parlerait d'énergie vitale. Alors, moi, je suis aussi très intéressé par la pensée chinoise, la tradition chinoise. Et cette notion de souffle m'a ramené à la pensée chinoise pour qui tous les êtres ne forment qu'un amas de souffle. Et dans cette tradition, dans cette médecine chinoise, on parle du souffle du poumon, mais aussi du souffle du cœur, des reins et du foie. Et même encore plus loin, chaque arbre et chaque animal ont un souffle particulier. Alors, peut-on parler de souffle des mammifères? Voilà l'idéogramme du souffle dans la médecine chinoise. Et alors, ce qu'il dit, c'est que toute la création, c'est-à-dire l'intervalle ciel-terre, n'est qu'un soufflet, et s'il est vidé, il est inépuisable, et s'il est actionné, il ne demande qu'à souffler. Là aussi, c'est un grand sage taoïste du Moyen-Âge. Et là, dans cette tradition, le souffle, la forme et la matière, substances accomplies coexistantes, n'étant d'aucune manière mutuellement séparées, c'est ce que l'on nomme le chaos. C'est-à-dire que déjà, il y a plus de 1000 ans ou 2000 ans, l'énergie et la matière étaient complètement liées. Alors, je rappelle aussi que s'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre. Alors, si je reviens à l'animalité maintenant, le rôle de l'observateur, c'est comment reconnaître notre animalité en nous. Cela fait appel à la vigilance. Et dans un deuxième temps, la raison, le discernement, on pourra tirer les conséquences et éviteront de rentrer dans la répétition inconsciente, puisque la plupart du temps, on est toujours dans la répétition. Et dans la troisième étape, pardon, bienveillance, mansuétude,
viendront parachever l'œuvre de la transformation. Donc je crois que vous avez déjà eu un séminaire avec le docteur Saïdan sur l'observateur, mais je crois qu'il faut insister parce que c'est fondamental. Reconnaître en soi ses énergies, ses émotions, et là, dans le cas particulier, son animalité. Alors pourquoi parler des animaux pour cette prise de conscience? Ce n'est pas une nouveauté. Dans toutes les traditions, dans toutes les civilisations, on s'est servi de cet exemple. Là, c'est l'exemple de la tradition égyptienne, où ce dieu égyptien à tête de loup est là. Et l'autre, entre les deux yeux, il a le serpent. Alors, quand je suis en face de quelqu'un, est-ce que je peux me demander, est-ce que c'est, si c'est dans le monde animal, bien sûr, parce que si c'est si c'est une pierre ou si c'est un arbre, ce sera complètement différent. Donc, est-ce que c'est un homme poisson? Est-ce que c'est un homme oiseau? Est-ce que c'est un homme araignée? Donc tout cela, c'est des degrés de conscience dans la création. Mais le sujet, c'est les mammifères. Pourquoi les mammifères? Parce que c'est ce qu'il y a de plus proche, de nous. Alors à cette fin, j'ai quand même une référence, donc d'un médecin anglais, le docteur Jonathan Hardy, dont j'ai largement puisé des éléments pour faire cette présentation. Alors, d'abord, on va commencer, avant d'arriver dans le monde des mammifères, on va aller progressivement. J'ai essayé de parler du minéral, du végétal, de l'animal. Après, dans un deuxième temps, ce sera l'animal, puis le mammifère, puis le primate. Alors, quelle est la perception de l'animal en l'homme? Eh bien, c'est très simple. Vous écoutez quelqu'un, il va vous dire, il m'a fait quelque chose. Elle m'a fait quelque chose. La vie est un combat. On se bat pour rester au sommet. Les autres sont mes ennemis, ils me critiquent, ils me jugent, ils me font un enfer. Mais surtout, la maladie est vécue comme une perception, comme une entité extérieure. Cette maladie, elle me domine. Je dois me battre contre cette maladie. Il y a aussi le thème de la maltraitance. Je suis maltraité. Ça veut dire quoi? J'ai été blessé, j'ai été trahi, j'ai été rejeté, exclu. Donc, quand on entend ces mots, il faut toujours le voir depuis l'extérieur et depuis l'intérieur. Parce que moi aussi, je peux être dans cette attitude. Et bien sûr, il y a le thème de la compétition. J'aime être le meilleur, je suis compétitif, je veux être au centre de l'attention. Donc, écoutons ces paroles dans l'autre, mais aussi lorsque nous parlons. C'est plus intéressant lorsque l'on s'écoute soi-même aussi parfois. Et bien sûr, le déni. Oui, je ne veux pas être compétitif, mais je ne veux pas être le meilleur, mais, etc., etc. Donc, le déni, en fait, est une affirmation. Et en fond, la fragilité, la faiblesse, qui est à l'origine de toute cette mise en scène. Alors, si je suis en face d'un prédateur, ou si je suis un prédateur, vous allez entendre les mots comme tuer. Il m'a tué, je vais le tuer. Il m'a mordu, je vais le mordre, je vais le chasser. Mais s'il se situe comme une victime, il va se cacher, il va fuir, il va courir, il va se sentir petit. En fait, là, donc, ce qui est décrit dans cette partie-là, c'est la peur instinctive de la mort. Donc, je crois que vous avez eu 2 beaux séminaires sur la peur. Là, on parle de la peur instinctive animale. Mais il faut savoir qu'une même personne peut exprimer les 2 états, ou passer d'un état à l'autre, de victime à prédateur, en alternance ou en même temps. C'est très curieux.
le territoire. L'animal marque son territoire. Et donc, l'homme va marquer son territoire avec son entreprise. Ou alors, il va se sentir envahi dans ses territoires, dans son espace, dans sa maison. Il va se sentir poussé dehors. Ou alors, il va être en conflit intérieur, dans la relation, ou à l'intérieur de lui-même, où il se sent coupé en deux, tiraillé entre deux directions. Ces personnes qui sont habitées par cette énergie animale, souvent sont très animées, très expressifs, un visage en mouvement, des grands gestes, et quand ils arrivent dans un endroit, tout le monde les regarde. C'est ce qu'on appelle le magnétisme. Ou alors, comme toujours parce qu'on est dans la dualité, donc c'est dans la polarité, l'opposé, aucune de ces qualités. Mais ça peut être quand même un animal. Et lorsqu'on écoute toujours cette personne, lorsqu'on la fait rentrer dans la sensation, lorsqu'on essaie de faire exprimer quelque part quelque chose de l'ordre du subconscient, elle va commencer à vous parler d'une conscience animale plus spécifique. Et je parlerai de souffle plus spécifique, puisque là on est au niveau de l'énergie. Par exemple, si c'est un homme-oiseau, il ne va pas vous parler de tout ce que vous avez entendu. Il ne nous parlera que de la liberté. Mais alors si c'est par exemple un ruminant qui est devant nous, parce que le monde des mammifères est très très grand. Regardez. Si cet homme est habité par l'esprit de cet animal, par l'âme de cet animal, comment va-t-il se comporter? Et comment le reconnaître? Donc toute la difficulté, c'est de reconnaître. Alors là, nous rentrons dans un degré. Le principe, c'est d'être comme dans un entonnoir, du plus large au plus spécifique. Donc, si on arrive à l'état mammifère, en l'homme, quelle va être sa perception? Ah, comment il se comporte? Qu'est-ce qu'il raconte? Quelles sont ses sensations? Donc, n'oubliez pas, donc ce n'est pas un document animalier que je vous fais, mais c'est un recueil d'attitudes dans l'homme, dans l'homme. Et lorsqu'on parle de mammifère, bien sûr, qu'est-ce qui caractérise le mammifère? C'est l'allaitement. Donc c'est le lait. L'allaitement, le lait, qui est essentiel à la survie physique du mammifère, du petit bébé, et qui implique bien sûr le processus d'allaitement. Le jeune se nourrit au sein de sa mère. Ceci implique un contact corporel, de chaleur, une relation émotionnelle, une grande intimité. On peut dire que la mère se donne véritablement au petit. Et tous ces éléments de nourriture, de chaleur, de contact corporel, de soins maternels et d'intimité se retrouvent chez les mammifères. Alors, il y a les mammifères sains. Le mammifère sain, lorsqu'il est comblé, nourri sur le plan physique et émotionnel. Et en tant qu'être humain, nous devrions avoir ce sentiment au plus profond, comme faisant partie de notre structure interne de base, au niveau viscéral et subconscient. Et si nous l'avons pas, si nous n'avons pas cette base mammifère, il va nous manquer quelque chose qui ferait de nous une personne stable. Il y aura un sentiment d'insécurité et surtout un sentiment de vide viscéral. Un sentiment viscéral de vide. Un trou qui n'est peut-être complet. Quelque chose qui ne va pas, qui fait que nous ne sommes pas complets. Alors, dans le thème de l'allaitement, les enfants peuvent avoir des difficultés au sevrage. Ils ont du mal à quitter le sein. Ou alors ils vont être attachés anormalement aux formes de substitution.
comme la tétine, la sucette, le doudou. Comme la chaleur définit aussi ces animaux, ces mammifères, les personnes qui ont des troubles de la régulation thermique permettra aussi de reconnaître cet état mammifère, des personnes qui ont toujours trop chaud, trop froid. Mais un élément seul ne suffit pas, c'est toujours un ensemble d'éléments qui permettent d'orienter. On sait que les mammifères aiment le contact corporel. Donc, vous verrez des personnes très tactiles qui vous touchent. Ils aiment le contact avec un autre corps chaud. Les enfants aiment le contact corporel. Ces personnes sont très câlines. Elles aiment les caresses, les démonstrations d'affection. C'est très physique puisqu'on est au niveau corporel. Et bien sûr, le thème de nourrir et de se nourrir. Et donc, lorsqu'il est accompli, c'est la satisfaction, l'épanouissement, le contentement. Et ça, on le peut voir en nous-mêmes. Lorsque nous avons bien mangé, nous avons ce sentiment de satisfaction et d'épanouissement. Et l'opposé, c'est le vide et l'insatisfaction, et même la frustration. L'expérience, elle n'est pas intellectuelle, elle est au niveau viscéral. C'est au niveau du corps que les personnes vont vous parler. Elles vont vous parler de leur tripes, elles vont vous parler de leur instinct. Et lorsqu'elles vous parlent de leur instinct, on voit très bien l'animal qui est là. Alors, les mammifères établissent des liens étroits et intimes avec leurs proches. Et dans la pathologie, c'est l'inverse. Les liens seront perturbés, et comme on est dans le cas de l'allaitement, donc de la relation à la mère. Et alors, lorsque vous écoutez ces personnes parler, soit elles vont vous parler d'amitié, de gentillesse, d'affection, d'amour, de proximité, ou à l'inverse, elles sont snobées, évitées, éloignées, elles sont insensibles, ou c'est l'autre, toujours la projection, l'autre est distant, l'autre est indifférent, l'autre est insensible. Ça marche toujours dans les deux sens. Alors pour ceux qui ont un chien ou un chat, ils connaissent cette sensation, la sensation de caresser son chat, la douceur, la chaleur, c'est lisse, c'est doux, c'est gentil, c'est sympathique, c'est souple. Donc ces personnes vont exprimer ces mots-là. Ou alors l'opposé. Elles vont vous dire j'ai un cœur de pierre ou elle a un cœur de pierre. L'autre est rigide, inflexible. Donc vous voyez ce manque de souplesse qui est complètement l'opposé. Donc, si l'état mammifère est satisfait, la personne sera comblée, valorisée, confiante, appréciée, respectée. Si cet état mammifère n'est pas équilibré, ce sera la sensation d'abandon, d'être ignoré, rejeté, sans valeur, insignifiant, inutile, sans importance. Beaucoup de gens vont vous dire je suis nul, je suis en valeur, sans importance. Quand tu es abandonné, on l'entend tous les jours. Bien sûr, jusqu'à 2 ans, l'enfant a des sentiments primitifs qui ne sont pas contrôlés et qu'il doit apprendre à contrôler. Mais chez l'adulte, on peut retrouver aussi ce côté impulsif et instinctif. Ils se disent même fous, ils se disent même incontrôlables. Ce n'est pas seulement l'âge biologique, c'est aussi l'âge intérieur du développement de la personne. Il y a des personnes adultes qui ont, comment dirais-je, un mental d'un petit enfant. Et inversement, vous avez des petits enfants qui sont parfaitement éveillés. Et donc, je continue avec les mammifères.
Ils aiment le confort, donc ils vont vous parler du confort. C'était confortable, c'était agréable, cet endroit était chaleureux, douillet. Ou alors, ils seront dans l'inconfort avec leur nature animale. En particulier en ce qui a trait au corps physique. Alors là, on retrouvera la notion de froid, de cœur froid, de glacé, mais surtout, ce qui les met mal à l'aise, c'est leur nature animale. Ils n'acceptent pas d'être des animaux ou des mammifères. Donc, ils n'acceptent pas les fonctions physiques de leur corps, en particulier celles liées à l'alimentation, mais aussi à l'élimination des déchets et à la sexualité. En quelque sorte, ils veulent être sans corps. Et chez l'enfant, rappelez-vous donc qu'on est le mammifère, le sein, l'allaitement, la relation à la mère, l'alimentation. Donc, chez l'enfant, l'alimentation va être touchée en premier. Soit elle sera capricieuse, soit un manque d'appétit, parfois une malnutrition, ou alors c'est des problèmes intestinaux, en particulier les rétentions de sel chez les petits. Ces enfants ne veulent aller à la selle que dans leur couche. Ça, c'est des choses que l'on voit tous les jours. Et alors, l'immaturité émotionnelle, les personnes qui sont incapables de gérer leurs émotions, et lors d'un stress, elles redeviennent comme un petit enfant. Elles deviennent sensibles aux réprimandes. Elles vont même vous dire que je me sens comme un enfant. Ça aussi, c'est courant, je l'entends souvent. Elles peuvent se sentir rabaissées, méprisées, avoir un besoin de respect, de réconfort. Elles vont vous parler de leur enfance, que l'enfant n'était pas assez félicité par les parents, qu'elles étaient rejetées, abandonnées. Et alors, dans ces états, elles peuvent rougir ou baisser le regard. Par exemple, c'est des personnes que vous n'arrivez pas forcément à regarder en face. Alors là, on est toujours dans la petite enfance, parce que le lait, l'allaitement, c'est le lieu privilégié. Donc souvent, il y aura des perturbations dans la relation aux parents, et particulièrement avec la mère. Ils se sentent mal maternés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été mal maternés, ils ont la sensation. Ça peut être une illusion, une projection, peu importe. Ils ont la sensation, le sentiment que leurs parents étaient froids, alors que peut-être ils n'étaient pas du tout. On leur donnait jamais d'affection physique. Ou même, on voit certains enfants qui vous disent qu'ils n'appartiennent pas à leur famille, ou qu'ils ont été adoptés. Et j'ai même vu beaucoup d'adultes raconter ça. Adultes, ils vont vous parler de l'enfance avec la sensation d'avoir été adoptés alors qu'ils ne l'ont pas du tout été. À l'opposé, le patient peut s'accrocher à un parent, ou alors c'est l'inverse, c'est le parent qui s'accroche à l'enfant. Alors, le patient a le sentiment d'être étouffé. Combien de fois on entend cette phrase « j'ai été étouffé » ou « j'étouffe dans ma vie, j'étouffe ». Alors, souvent, si on écoute les histoires, parfois on retrouve la maladie mentale de la mère, des troubles émotionnels pendant la grossesse, des antécédents de dépression postnatale. Tout cela fait que le manque de lien se crée entre la mère et l'enfant. Parfois, la mère avoir souffert d'une maladie mentale chronique, d'alcoolisme. Tout ça crée un sentiment d'insécurité. Il peut y avoir des jalousies entre les frères et sœurs.
Donc, toutes ces histoires d'enfance provoquent des sentiments d'insécurité, de dévalorisation et de manque de soins que l'on retrouve chez l'adulte. Et c'est sur cette base que se développe l'état mammifère déséquilibré. Alors, qui parle enfant parle éducation. Donc, les parents deviennent super protecteurs. Ils peuvent surjouer leur rôle pour compenser l'absence d'une base émotionnelle sûre dans leur propre vie. On voit des mères qui se perdent dans leur rôle de mère, qui s'oublient et qui étouffent l'enfant en même temps. À ce moment-là, l'enfant va réagir, il va résister, ce qui va entraîner des frustrations dans la relation. Et donc, les mots suffocation, étouffement vont encore se retrouver. Enfin, l'enfant mammifère, il a une forte vitalité. Bien sûr, il y a des rivalités entre les frères et sœurs, il peut y avoir des bagarres qui peuvent être féroces, rancunières, et comme c'est un mammifère, il mord, il griffe, il donne des coups de pied. Si c'est un chien, il mord. Et par contre, dans l'état positif, les enfants mammifères sont attachants, charismatiques, affectueux, ils aiment les câlins, embrasser, chatouiller. C'est toujours physique. Ils expriment leur affection physiquement. Ils vont dans les bras, ils prennent dans leurs bras. Ils sautent sur leurs genoux de leur mère et ils vont lui dire « Oh maman, si tu savais comme je t'aime ». Ça, je l'entends tous les jours. Et alors, la conscience corporelle. Donc, la forte conscience corporelle fait partie de l'état mammifère. Et bien sûr, c'est positif. C'est des enfants qui peuvent être très athlétiques, beaucoup plus athlétiques que d'autres. Ils aiment jouer dehors, grimper, sauter, se salir. Voilà, les mères disent il est très vivant. Mais ce qui est plus caractéristique encore, c'est que ces enfants aiment les animaux de toutes sortes. Et en particulier les bébés animaux. C'est comme si leur énergie animale attirait les animaux, avec lesquels ils ont un rapport particulier. Et comment ça se voit? Les animaux les aiment. Il y a des personnes vers qui les animaux vont. Il y a des personnes vers qui tous les chats viennent, tous les chiens viennent. Mais ça peut être aussi les chevaux, ça peut être toutes sortes d'animaux. Mais toujours ce lien affectif qui est quelque part inexplicable et que l'on voit. Alors, nous franchissons une étape. Donc, on a vu le monde animal, le monde mammifère, le monde des primates. Quelle est la perception du primate? Comment il voit le monde? Donc, nous venons de voir le côté animal du mammifère. Là, nous voyons le côté mammifère du primate. Regardez cette relation. Et celle-là, je la trouve extraordinaire. Je la trouve complètement humaine. Et pourquoi mettons-nous toujours des nounours dans les berceaux de nos enfants? Et pourquoi? Parce que nous sommes aussi des primates. Nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères et nous sommes des primates. Et ça, cette photo, je l'ai prise ce matin. Parce que je cherchais une photo comme ça. Et une maman a accepté que je la prenne en train d'allaiter. Et je la remercie. Alors, en tant que primate, qu'est-ce qui va nous caractériser? Le mammifère, on a vu, c'est le lait et le sein. Pour le primate, c'est la main. La dextérité manuelle. Le grand cerveau qui marque une grande intelligence. Une vie sociale élevée, complexe, en groupe.
avec ses avantages et ses inconvénients. La communication par le langage corporel. Il peut y avoir des expressions du visage extraordinaires. Regardez les singes. Cela passe par les organes des sens, bien sûr. Il y a des expressions sonores qui sont caractéristiques des primates, jusqu'au chant. Il y a une race de singes qui chantent. C'est extraordinaire. Enfin, les animaux primates ont tendance à être très ludiques et amusants. Donc, on les reconnaît à ça par le jeu. Alors là, on va changer complètement d'énergie. Et là, j'ai fait exprès. Parce que tout le monde se reconnaît dans cette énergie mammifère, parce que nous sommes des mammifères. Et pour bien la différencier, je vous ai mis quelques mots sur le thème de l'homme-oiseau. Le souffle de l'oiseau, pour le différencier du souffle du mammifère. Et qu'est-ce que va vous raconter une personne oiseau? Elle va vous dire, pour moi, c'est la liberté. Je ne veux pas de routine, je ne veux pas répéter la même chose. Je veux voyager, et j'ai même des rêves de voler. Alors là, on est dans une autre énergie. Par contre, les oiseaux sont très familles. Regardez le nid de l'oiseau avec les petits et les parents qui s'occupent, qui couvrent, qui nourrissent leurs petits. Donc, la relation familiale est commune entre l'oiseau et le mammifère. Mais ce qui est encore plus important, c'est que l'oiseau, il parle de vérité, il parle de sincérité, il parle d'être fidèle à lui-même. Ils sont beaucoup plus positifs dans la joie. Ils ont une vision élargie, une vision globale. Ils ont le sens de l'orientation développé. Ou l'inverse, n'oubliez pas, c'est toujours en polarité. Ils ont une créativité beaucoup plus importante. Ils ont un amour de l'art. C'est peut-être des artistes dans toutes sortes de domaines. Et surtout aussi, c'est ce lien profond avec la nature et l'esprit du monde naturel. Ils sont en lien profond, beaucoup plus que les mammifères. Et surtout, ils ont accédé à une dimension supérieure, qui est le monde de la spiritualité. C'est l'acceptation de l'existence d'un but supérieur dans leur vie. C'est beaucoup plus spirituel que religieux. Le religieux serait plutôt au niveau du mammifère. L'oiseau, c'est le spirituel. Ils ont la capacité à se déplacer entre le monde spirituel et le monde terrestre de la réalité. Donc regardez ces images, ces iconographies, elles sont magnifiques. Mais si on parlait de l'homme-poisson, qu'est-ce que ça pourrait être? Quel est le vécu d'un homme-poisson? Je n'en parlerai pas aujourd'hui. C'est juste pour vous interroger. Alors on va rentrer un petit peu dans le côté pratique, dans le côté quelque part médical. Pathologie et symptomatologie. Lorsqu'on a reconnu dans une personne son état animal, son état mammifère, son état primate, quel type de pathologie est-il le plus susceptible de faire? En fait, toutes. Toutes les pathologies sont possibles. Cependant, certaines sont plus évidentes. Lorsqu'on a vu tout le thème de l'allaitement, forcément c'est la dépendance entre la mère et l'enfant. Donc ces patients mammifères sont sujets aux addictions. Pourquoi? Pour combler un vide intérieur. Ils veulent avoir envie de quelque chose, ça peut être n'importe quoi, pour combler ce sentiment de vide et supprimer l'horrible sentiment de dégoût qu'ils ont souvent au niveau émotionnel et viscéral. Alors les pathologies de l'addiction, ça va être drogue, alcool, sexe, pornographie et jeux d'argent. Donc ça, c'est éternel, de toutes les époques. Alors soit elles ont une dépendance à l'une d'entre elles, soit à toutes, soit elles vont passer de l'une à l'autre. La dépendance numérique est la plus courante, donc regardez tous nos enfants sur leurs écrans.
Les drogues de prédilection peuvent être illégales, les plus puissantes, les plus dangereuses, mais aussi les simples substances de tous les jours, comme le chocolat et le sucre. Donc, c'est l'aliment de confort qui vient combler ce vide dont on parlait plus tôt. Et donc, il y aura des troubles nutritionnels derrière. Le manque de nourriture émotionnelle se ressent au niveau physique, avec une incapacité d'assimiler la nourriture. Il peut y avoir des insuffisances pondérales s'il y a eu des carences. Il peut y avoir de l'obésité, des addictions alimentaires. Tout ce qui tourne autour de la nourriture peut être perturbé chez les enfants. L'anorexie mentale, la boulimie. Et derrière ce sentiment d'obésité, derrière ce sentiment de vide, je voulais dire, il y a le sentiment de la honte. La honte d'être obèse, la honte d'être dans la boulimie. Ces personnes qui ont du mal à en parler. Et regardez tous ces thèmes qui sont d'actualité, que l'on voit tous les jours. Le problème de l'obésité qui envahit les États-Unis, l'Europe, le Mexique, qui font le lit de toutes les maladies cardiovasculaires, du diabète, et même du Covid, puisqu'on a beaucoup parlé du Covid sur cette plateforme. On le sait que c'est les facteurs favorisants. Et si on descend encore d'un cran, donc, ce sera l'organe en lui-même. L'intestin, les troubles de l'appétit, les ballonnements, le côlon irritable, le reflux gastrique, la constipation, les diarrhées qu'on n'arrive pas à expliquer. Mammifères, on a dit, c'est le lait, c'est le sein. Donc, ce sont des personnes qui ont des problèmes avec le lait, soit une intolérance, une aversion ou un grand désir. Et si on ne retrouve pas ce thème, ça ne suffit pas à éliminer l'hypothèse mammifère. Qui dit lait dit sein. Donc, il y aura toutes sortes de syndromes prémenstruels, lourdeur, gonflement des seins, des problèmes liés à l'allaitement, ça peut être des abcès au sein, ça peut être toutes sortes de pathologies du sein, et aussi des troubles psychologiques, de l'anxiété, de la dépression pendant l'allaitement, une insuffisance de production de lait. Et encore, donc, dans des pathologies plus classiques, vertige, maux de tête, rhumatisme, arthrite, eczéma. Alors, pour illustrer tout cela, pour voir le côté utile, parce que c'est très beau de parler de tout ça, mais à quoi ça sert de parler de tout ça? Bon, je vous raconte une histoire, elle n'est pas de moi, elle est du docteur Jonathan Hardy. J'ai fait exprès de choisir quelqu'un d'extérieur. Donc, c'est une histoire d'asthme et d'allergie chez un garçon de 10 ans. Et vous allez tout de suite comprendre la démarche. Ce garçon, lorsqu'il rentre, il est svelte, il est musclé, et il fait beaucoup plus que son âge. Donc, son asthme a été diagnostiqué à 18 mois. 18 mois, il est allergique surtout aux chiens, mais aussi aux chats, aux chevaux. Il fait de l'asthme avec les chiens. Donc ça, c'est le tableau clinique. Maintenant, on va voir ce qu'il y a derrière. Donc, si on lui demande de parler de lui, qu'est-ce qui se passe? Et on le laisse parler spontanément, on lui pose pas de questions. Il va dire, il y a 3 semaines, j'ai été élu délégué de la classe. J'ai une grande confiance en moi, je peux parler devant un public, je suis compétitif et j'ai besoin de gagner. Je suis sportif, j'ai été élu capitaine de mon équipe de rugby. Et au tennis, je suis plus un attaquant qu'un défensif. Alors le rugby, pourquoi ça te plaît comme ça? Parce que ça peut être violent. Si quelqu'un vous embête, on peut le frapper fort. Je suis fort, gros, rapide, j'ai confiance en moi. Oui, j'ai confiance en moi, je peux affronter et parler aux adultes. À l'école, je ne suis pas un calme, je suis un leader.
Et plus tard, je veux intégrer l'équipe nationale de rugby pour être kinésithérapeute ou coach sportif. Bien. Et tes rêves? J'ai des rêves récurrents. Je suis au zoo la nuit et un hippopotame devant ma sœur. Ou bien ma sœur est écrasée par une voiture. Ou je suis avec mon père et ma sœur a disparu. Donc voilà le cas, voilà l'observation. Donc déjà, on voit une énergie animale très nette. Il veut gagner le plus fort. Alors la question est, comment tu te sens avec les animaux? Réponse, j'aime les tigres et je déteste les serpents. Ils sont grands et forts comme moi. Bien. Et les lions? Non, c'est pas moi. Donc si on regarde ce cas, si on l'analyse, il est pédagogique et didactique. Donc en face de nous, avec cet enfant, nous avons un petit animal, puisqu'il le dit, je suis là pour gagner, je suis compétitif, j'ai besoin de gagner. C'est un prédateur. Pourquoi? Parce qu'il dit au tennis, je suis plus un attaquant qu'un défensif. Bien. Et c'est un mammifère. Et pourquoi c'est un mammifère? Parce qu'il est jaloux. Dans ses rêves, il dévore, il écrase ou il perd sa sœur. Donc ses rêves sont des projections de lui-même. Mais il a l'autre côté positif, il veut prendre soin des autres. Prendre soin, c'est mammifère. Prendre soin des autres comme kinésithérapeute. Donc nous avons cette série-là. Bon, un félin. Pourquoi? Parce qu'il est précoce. Alors, dans les félins, il y a une précocité dans les développements. Il est grand, il est fort, il est mature, il est confiant en lui. Et surtout, c'est un leader naturel. Il est fort et rapide comme un félin. Et d'ailleurs, il dit lui-même, j'aime les tigres. Donc, on ne peut pas être plus clair. Donc, nous savons donc qu'un félin habite l'inconscient de cet enfant. Ce n'est pas le lion, mais lequel? C'est pas parce qu'une personne rêve de lion ou de tigre ou je ne sais quoi que c'est ce qu'il faut donner. En tout cas, dans l'inconscient collectif, le nombre des félins est restreint, ce qui facilite grandement la recherche. Et le traitement, comme tout traitement, passe toujours par la reconnaissance de son état, son acceptation et sa transformation. Donc la thérapeutique, c'est toujours un miroir symbolique ou énergétique. Alors dans le monde de l'homéopathie, le traitement, donc, ce sera à partir du tigre lui-même. Le médicament fabriqué à partir du tigre. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat? Parce que c'est le résultat qui compte. Au bout de 3 mois, il n'a pas refait d'asthme. Il a pu enfuir son visage dans la fourrure de son chien sans aucune réaction. Et l'ego de cet enfant s'est apaisé pour un temps. Donc ça, c'est le plus important. On voit le parallèle entre les symptômes physiques et l'ego. Bon, ce n'est pas tout, l'histoire ne fait que commencer. Il est probable que d'autres voiles se lèveront derrière. En fait, c'est un exemple pédagogique qui va nous montrer une relation étroite entre quoi? On a parlé du souffle au début. Le souffle, tout est souffle. L'asthme, le souffle des poumons, l'asthme. L'ego. Nous savons que dans cet inconscient, il y a l'image du tigre. Donc on voit, à travers cette notion de nafs qu'on avait développée au début, la relation entre le souffle et l'ego. Et l'énergie. Parce que le souffle est une énergie. Et là, c'est le remède homéopathique qui vient en miroir. En miroir. C'est ça qui est important. Parce que ce miroir, ça vous étonne peut-être, mais quand on regarde le caducée des médecins,
au-dessus, et un petit rond. Il y a une tige avec un serpent autour et un petit rond. Et ce petit rond, c'est un miroir. Donc déjà, le médecin est là comme miroir, la thérapeutique est là comme miroir. Et ce caducée moderne renvoie à un caducée beaucoup plus ancien. Donc il y a le caducée donc de Mercure, d'Hermès et d'un autre dont j'ai oublié le nom. Toujours est-il que c'est toujours cette dualité qui est là à travers ce double serpent. Et même dans les caducées plus anciens, donc il y avait un serpent qui montait et un serpent qui descendait. Donc c'est des images de l'arbre du monde qui sont représentées dans le caducée. Et si on regarde ça en termes beaucoup plus modernes, scientifiques, eh ben c'est l'ADN. Et l'ADN qui est construit lui aussi en miroir. C'est-à-dire que dans chacune de nos cellules, il y a le processus du miroir. Donc on pourrait développer ça beaucoup, mais c'est pas le but. Donc, je voulais reterminer sur cette première image, la remettre en dernier. Peut-être que vous vous rappelez, parce que là, on voit vraiment le miroir. C'est pas seulement une dualité, c'est aussi un miroir. Voilà, j'espère que cela nous aura aidé à mieux appréhender en soi-même et autour de soi cette énergie mammifère qui est utile, qui est nécessaire, sur lequel on puisse s'appuyer, mais il ne faut pas qu'elle déborde, soit dans le vide, dans le manque, soit dans l'excès, qui est souvent celui de la violence. Voilà, je vous remercie et j'espère qu'il y aura quelques questions. Merci.